Salut, c'est Pauline de Lina. J'ai envie de vous parler d'un endroit un peu magique. Madeleine, la plateforme de streaming de Lina. Oui, vous allez me dire, encore une. Mais elle a ce petit truc en plus. Chaque semaine, je choisis pour vous des films rares. Les premiers Chabrol, Corneau, Godard. Des séries cultes. Je vous emmène faire un tour en torpedo avec les Brigades du Tigre. Ou réfléchir avec Marguerite Duras sur un plateau de Bernard Pivot. Je vous ai dit qu'on riait sur Madeleine, avec Jacqueline Maillan, Maria Pacôme, les reines du théâtre. Madeleine, c'est tout ce que la télé a fait de mieux, en long et en illimité. 2,99€ par mois sur tous vos écrans, sans engagement, et en plus, le premier mois est offert. Alors vous venez ? À très vite sur Madeleine. Ina, podcast. Qui dois-je annoncer, monsieur ? Arsène Lupin, gentleman cambrioleur. La radiodiffusion télévision française vous présente une production de Maurice Renaud, Les aventures d'Arsène Lupin, adaptée par Jean Marcillac, d'après l'œuvre de Maurice Leblanc, réalisation Abder Isker. Aujourd'hui, le bouchon de cristal, 3e épisode. Bonsoir mes chers amis. Voyons, où en sommes-nous de l'affaire du bouchon de cristal ? Vous vous rappelez qu'au cours d'un cambriolage effectué en octobre 1912 à Enghien, chez le député d'Aubrec, cambriolage suggéré par les lieutenants d'Arsène Lupin, Gilbert et Vaucheray, vous vous rappelez que Vaucheray a tué le valet de chambre Léonard. Il est arrêté ainsi que Gilbert, tandis que Lupin parvient à s'enfuir. Vous n'avez pas oublié non plus que Gilbert a pu confier à son chef un certain bouchon de cristal qui était en fait le seul but de l'expédition. Lupin ne comprend pas la valeur que pouvaient attacher ses lieutenants à un objet aussi banal, mais il la suppose considérable car le lendemain, en se réveillant, il s'aperçoit que, malgré serrure et verrou, une main mystérieuse le lui a volé. Lupin veut à tout prix savoir ce qui se passe, et il se met à espionner d'Aubrec, premier propriétaire du bouchon de cristal. Or, un soir, il voit Praville, ennemi juré du député et secrétaire général de la préfecture de police, opérer une descente clandestine dans l'hôtel particulier de d'Aubrec pour chercher, en vain d'ailleurs, le fameux bouchon. Prudent, Lupin change d'appartement, il en a plusieurs, et en arrivant à son rez-de-chaussée de la rue Chateaubriand, Achille, son valet de chambre, lui apprend qu'une dame l'attend. Mais voilà que la dame a disparu, en dérobant dans la chambre une lettre que, du fond de sa prison, Gilbert venait de lui faire parvenir. Lupin découvrira enfin comment le bouchon de cristal et la lettre ont pu lui être volés. Dans les deux appartements, sa chambre était défendue par une porte qu'il croyait inviolable. Or, à chacune, un des panneaux inférieurs a été découpé, et on peut l'extraire à volonté, comme un tableau de son cadre. Furieux d'avoir été roulé, Lupin, sur la foi de faux certificats, fait entrer Victoire, sa vieille nourrice, comme cuisinière chez le député d'Aubrec. Elle le cachera dans sa chambre afin qu'à chaque absence du maître de maison, il puisse fouiller l'hôtel en toute tranquillité. Mais le bouchon de cristal demeure introuvable. Et un matin, une lettre est remise à Lupin. « Tout ce que vous faites est inutile et dangereux. Abandonnez la partie. » Mais ce serait mal connaître notre ami Arsène. En effet, une nuit, sommeillant dans la chambre de Victoire, il entend du bruit. Il descend et il aperçoit d'Aubrec en conversation avec une femme très belle qu'il vient de faire entrer. Mais l'entretien tourne au tragique car elle lève un poignard pour tuer le député qui parvient à la désarmer. Visiblement, d'Aubrec est un maître chanteur. Ce qui se confirme, car les nuits suivantes, il reçoit successivement plusieurs hommes politiques, et malgré leurs supplications, ils finissent tous par jeter sur le bureau de fortes sommes d'argent.
Lupin a retrouvé au théâtre, et en compagnie de Daubrec, la femme de l'autre nuit. Il réussit à lui parler seul à seul. Il veut absolument savoir qui elle est et lui offre de la protéger. Mais le député revient par surprise, les deux hommes se battent et la femme disparaît. Enfin, une nuit, caché dans la chambre de Victoire, Lupin est encore une fois attiré au premier étage par un bruit insolite. Et il surprend un petit garçon de 7 ans en train de sortir de la chambre de Daubrec endormi par le panneau inférieur de la porte préalablement découpé. Il saisit le gosse et, pressentant la vérité, il s'enfuit avec lui, criant à la concierge, qui avait introduit l'enfant et ses complices, qu'on vienne le reprendre à son domicile, rue Chateaubriand. Une demi-heure plus tard, entre, chez Arsène Lupin, la femme mystérieuse. Elle vient réclamer le petit Jacques, qui est son fils. Et l'on apprendra qu'elle est aussi la mère de Gilbert, le jeune lieutenant d'Arsène Lupin. Gilbert, actuellement en prison, accusé d'avoir assassiné Léonard. Gilbert, que son chef, qui le sait innocent, jure de sauver. Alors, mise en confiance, Clarisse lui dévoile toute la vérité. Votre mari, Il est mort depuis 3 ans. il s'appelait Mergy. Victorien Mergy, le député? Oui. Il s'est suicidé. À cause de Gilbert? Non. Gilbert avait disparu depuis plusieurs années, chassé par son père, dont le chagrin était navrant. Mais il y eut à son suicide un autre motif. Quand j'étais jeune fille, j'ai rencontré à Nice 3 jeunes gens, Daubrec, Mergy et Praville. Praville avait pour maîtresse une petite chanteuse. Quant aux 2 autres, ils sont tombés amoureux de moi. J'ai épousé Victorien Mergy. Et Daubrec en a conçu une telle fureur qu'il jura de se venger. C'est un être désaxé qui dit lui-même avec orgueil « Je suis né pour faire le mal ». Il essaya de se consoler en s'attaquant à la petite maîtresse de Praville, et un matin on trouva la petite chanteuse assassinée. Il y eut un non-lieu, mais Praville est toujours persuadé que Daubrec a voulu enlever la jeune femme et que dans la lutte, il l'a étranglée. Et par la suite, qu'est devenu Daubrec? Oh, pendant des années, nous n'avons plus entendu parler de lui. Je ne m'en souciais guère, tout à mon bonheur m'occupant uniquement de mon mari et de mon petit Gilbert. Et à quelle époque Gilbert a-t-il commencé sa vie désordonnée? Nous l'avons mis à l'âge de 15 ans dans un collège des environs de Paris. Au bout de 2 ans, on le renvoyait pour mauvaise conduite. On avait découvert qu'il s'échappait la nuit et que même il s'absentait au début de semaine pendant plusieurs jours en imitant mon écriture pour de fausses excuses de maladie. Et où allait-il? Aux courses, dans des cafés, des bals publics. Et il avait de l'argent? Oui. Et qui lui en donnait? Oh, son mauvais génie. Celui qui le faisait sortir du collège, celui qui l'a dévoyé, corrompu. Daubrec? Oui, c'est ainsi que le monstre s'est vengé, en faisant de notre fils un petit voyou. Et il était venu s'en vanter auprès de nous. Chaque jour, nous apprenions un nouveau méfait de Gilbert. Fausse signature, escroquerie, que sais-je. Alors que tout enfant, il était d'une nature prédisposée au bien, comme tant d'autres. Malgré mes supplications, son père l'a mis à la porte. Et autour de nous, nous avons annoncé son départ pour l'étranger, puis sa mort. La vie fut lamentable, et elle le devint davantage encore quand éclata l'orage politique où mon mari devait sombrer. En quelles circonstances? 2 mots vous suffiront. Le nom de mon mari est sur la liste des 27. Ah, je comprends. Son nom s'y trouve inscrit, mais par erreur, par une sorte de malchance incroyable dont il a été la victime. Victorien a bien fait partie de la commission chargée d'étudier le canal français des 2 mers. Il a approuvé le projet de la compagnie. Il a même touché, je le reconnais, 15 000 francs. Mais c'est pour un autre qu'il les a touchés, pour rendre service à un de ses amis politiques en qui il avait une confiance absolue. Il a cru faire une bonne action et il s'est perdu. Le jour où, après le suicide du président de la compagnie et la disparition du caissier, l'affaire du canal est apparue avec tous ses tripotages et ses malpropretés. Ce jour-là seulement, mon mari a su que plusieurs de ses collègues avaient été achetés et que son nom, comme le leur, se trouvait sur cette liste infamante dont on parlait soudain. Affolement à la chambre, atmosphère de terreur, de délation. En quelques heures, 2 chefs de groupe, parlementaires influents, balayés par la tempête. Mais on ignorait toujours d'où partait la dénonciation et qui possédait les papiers accusateurs. Daubrec? Non, rappelez-vous, la vérité on l'a connue tout d'un coup par celui-là même qui la détenait. Germineau, l'ancien garde des Sceaux et cousin du président de la compagnie du canal.
Sur le point de mourir, il a écrit au préfet de police, lui léguant cette liste que l'on devait trouver après sa mort, dans un coffre-fort au fond de sa chambre. Il meurt, on ouvre le coffre, il était vide. Dobreck, cette fois. Oui, c'est lui qui a fracturé le coffre. L'enquête l'a prouvé. Et on ne l'a pas arrêté? D'abord, on supposait bien qu'il avait mis la liste en lieu sûr. Et puis, l'arrêté, c'était l'esclandre, l'affaire qui recommençait. Et tout le monde en avait assez. On ne souhaitait plus que le silence. Et 8 jours après son vol, Dobreck exigeait de mon mari 30 000 francs dans les 24 heures. Sinon, le scandale et le déshonneur. Mon mari connaissait l'individu implacable, plein de rancune et de férocité. Il perdit la tête et se tua. Oui, Dobreck possède une liste de 27 noms. Très bien. Mais pour livrer un seul de ces noms, il est obligé de montrer la liste complète. Il faut qu'il s'en dessaisisse. Il provoque le scandale, soit, mais du coup, il se prive de tout moyen de chantage. Malheureusement, il n'y a pas que cette liste, il n'y a pas que ce fameux bout de papier sur lequel le caissier avait noté les noms et les sommes touchées. Dobreck avait volé aussi des dossiers complémentaires, correspondances, acceptations, etc. Et ce bandit s'est enjoué à merveille. Il effraie sa victime, il l'affole en lui montrant le scandale inévitable, et le malheureux verse la somme demandée. Et vous avez revu Dobreck? Il le fallait. Pourquoi? Pour me venger, pour venger mon mari et mon fils. Un seul moyen, lui arracher ses griffes, lui reprendre cette liste qui le rend si fort et sans laquelle il n'existera plus. C'est pourquoi j'ai accepté ses invitations, c'est pourquoi je suis allée au théâtre avec lui, et parfois le dimanche à Enghien. Un jour qu'il était au bord du lac, j'ai trouvé dans la corbeille de son bureau le début d'une lettre chiffonnée. Les quelques lignes étaient écrites de sa main en mauvais anglais, et je lus ceci. Et vider le cristal à l'intérieur de manière à laisser un vide qu'il soit impossible de soupçonner. Peut-être n'aurais-je pas attaché à cette phrase toute l'importance qu'elle méritait si Dobreck n'était survenu en courant et ne s'était mis à fouiller la corbeille avec inquiétude. Mais il vous soupçonnait d'avoir lu ce brouillon. Mon air innocent le rassura. Mais son agitation ne m'avait pas échappé et je dirigeais mes recherches dans le même sens. Un mois après, à Paris, je découvrais, au milieu des cendres de la cheminée de son salon, la moitié d'une facture anglaise. John Howard, verrier à Stourbridge, avait fourni au député Dobreck un flacon de cristal conforme au modèle qu'il lui avait remis. Le mot cristal me frappa. Je partis pour Stourbridge. Je soudoyai le contremaître de la verrerie et j'appris que le bouchon de ce flacon avait été en effet évidé intérieurement, la cavité demeurant invisible sous une couche d'or. Mais cette cavité doit être minuscule. Oui, mais suffisante. Comment le savez-vous? Par Praville. Vous le voyez donc? Oui. Oh, je sais que c'est un homme d'une moralité plus que douteuse. Lui non plus n'a pas dû jouer un rôle bien propre dans l'affaire du canal. Mais il venait d'être nommé secrétaire général de la préfecture de police et il pouvait m'être utile. Je lui expliquai pourquoi mon mari s'était suicidé. Et quand il apprit que je voulais me venger de Dobreck, il me dit que je pouvais user de lui autant que je le voudrais, trop heureux de régler son compte à l'assassin de la femme qu'il aimait. Il m'apprit que la liste était écrite sur un bout de papier pelure qui, réduite en boulettes, pouvait parfaitement tenir dans une cachette minuscule. Je le mis alors en rapport avec Clémence, la concierge de l'hôtel particulier de Dobreck, qui m'était toute dévouée. Oui, et qui touche de tous les côtés. Oh, en tout cas, elle a facilité les perquisitions. Et c'est à ce moment-là que Gilbert a reparu dans ma vie. Il semblait très las de l'existence aventureuse qu'il menait. Je lui ai pardonné. Et quand il a appris pourquoi son père s'était suicidé, il a juré de se venger du mal que Dobreck nous a fait à tous. Sa première idée, et là-dessus il ne varia jamais, fut de s'entendre avec vous. Vous pour qui il a tant d'affection. Mais pourquoi ne l'a-t-il pas fait? Parce que c'est un faible, et qu'il subissait l'influence d'un de ses camarades. Vaucheray. Oui. Vaucheray nous persuada qu'il valait mieux agir par nous-mêmes, et il vous suggéra le cambriolage d'Enghien pour profiter de vos conseils, mais sans vous dire le but exact de l'expédition. Ce soir-là, j'étais allée au théâtre avec Dobreck pour le tenir éloigné. Mais quand je rentrais chez moi à minuit, j'appris le meurtre de Léonard et l'arrestation de Vaucheray et de mon fils. Par qui? Par 2 de vos complices, ou plutôt par 2 complices de Vaucheray, à qui ils étaient entièrement dévoués. Les 2 hommes qui conduisaient la camionnette au moment du cambriolage. Ah,
Ceux qui attendent là dehors, Grognard et Balu. Oui. Après avoir déposé dans votre hangar les meubles volés, ils sont accourus chez moi. Et devant mon affolement, ils m'ont avoué que Vaucheray n'avait qu'un but, trouver le bouchon de cristal et conserver pour lui seul la liste des 27, afin de connaître à son tour la toute-puissance. Son premier soin aurait été d'ailleurs de vous livrer à la police, étant donné qu'en filant Gilbert, il avait appris où se trouvaient tous vos domiciles. Pauvre crétin. Un sous-ordre comme lui. Mais les panneaux des portes... Ils ont été découpés par lui, en prévision de la lutte qu'il allait engager contre vous et contre Daubrec. Il employait un nain d'une maigreur extrême qui réussissait à se glisser par ses ouvertures et qui surprenait ainsi toute votre correspondance et tous vos secrets. Voilà ce que Grognard et Balu m'ont révélé. Alors tout de suite, j'ai eu l'idée, pour sauver mon fils aîné, d'utiliser Jacques, son petit frère, si mince lui aussi, si intelligent et si brave. C'est lui qui vous a repris le bouchon de cristal dans votre chambre pendant que vous dormiez. Malheureusement, dans ce bouchon, il n'y avait rien. Aucun papier, aucune cachette. L'expédition d'Enghien, le meurtre de Léonard, l'arrestation de mon fils, tout cela était inutile. Mais enfin... Vous aviez volé à Daubrec non pas le bouchon fabriqué par son ordre, mais celui qui avait servi de modèle. Il y a une éraflure à la base de la tige. Je me suis renseignée en Angleterre. Le verrier me l'a confirmé. Mais ça, je l'ignorais quand je vous ai fait reprendre le bouchon par mon petit Jacques, chez l'épicier, dans la poche de votre pardessus. Je vous gênais. Oui. Et c'est vous qui m'avez envoyé un télégramme pour me demander de ne pas aller à votre recherche au théâtre. Oui. La concierge avait surpris Victoire écoutant la conversation que Daubrec et moi nous avions au téléphone. Et Balu, qui surveillait la maison, vous avez vu sortir peu après. Nous étions sûrs que vous feriez tous les théâtres pour nous retrouver. Et la dame mystérieuse qui est venue ici. Oh, j'étais découragée, je voulais vous voir. Et c'est vous qui avez intercepté la lettre de Gilbert. Oui, j'avais reconnu son écriture sur l'enveloppe. Mais le petit Jacques n'était pas avec vous. Il était dehors, en taxi-auto, avec Balu. Et je l'ai fait grimper par la fenêtre du salon, et il s'est glissé dans la chambre par l'ouverture du panneau. Que contenait la lettre de Gilbert? Des reproches. Il vous accusait de l'abandonner et de prendre l'affaire à votre compte. Tout cela confirmait ma défiance et je me suis enfuie. Mais que de temps perdu. Mais pourquoi n'avoir pas pu nous accorder plus tôt au lieu de nous tendre des pièges absurdes? Et pendant ce temps-là, Daubrec usait de toute son influence pour que Gilbert soit traduit devant les assises au plus vite. Il n'a qu'un but pour que son œuvre soit complète, que mon fils soit condamné à mort et guillotiné. À moins que... À moins que je ne devienne sa maîtresse et qu'il m'épouse ensuite. C'est cela, n'est-ce pas, qu'il venait de vous proposer quand vous avez tenté de le tuer? Oui. Écoutez-moi bien. Je vous jure de sauver votre fils. Avez-vous confiance en moi? Oh oui. Je n'ai jamais connu la défaite, et là encore je réussirai. Seulement promettez-moi de ne plus revoir ce bandit. Je vous le promets. Bien. Nous avons 2 mois, 3 mois devant nous. C'est plus qu'il ne m'en faut pour reprendre cette liste et obliger qui de droit en haut lieu à libérer Gilbert. Mais comment? En le faisant s'évader, par exemple. Comme vous semblez sûr de vous. Je le suis, mais à condition que vous disparaissiez pendant quelque temps. Allez vous installer à la campagne. Vous en avez grand besoin, et votre petit Jacques aussi. Oui, vous avez raison. Je partirai dès demain. Et Clarisse Mergy prit pension avec son fils chez une de ses amies dont la maison était en bordure de la forêt de Saint-Germain. Très affaiblie, le cerveau obsédé de cauchemars, en proie à des troubles nerveux que la moindre émotion exaspérait, elle vécut là des jours d'accablement. Elle ne cessait de penser à Gilbert dans sa prison, à ce fils injustement accusé d'assassinat. Or, un après-midi, alors qu'Arsène Lupin étudiait le moyen de procéder à l'enlèvement pur et simple du député Daubrec, on lui remit un télégramme le suppliant de venir sans perdre une seconde voir Clarisse dans sa retraite. Immédiatement, il ordonna à son chauffeur de le conduire à Saint-Germain. La maîtresse de maison l'attendait sur le seuil. « Vous êtes monsieur Michel Beaumont. Oui, madame. Merci d'être venu si vite. Entrez, s'il vous plaît. Clarisse vient de s'empoisonner. Elle est morte? Non, la dose était insuffisante. Le docteur espère la sauver. Mais pour quelle raison a-t-elle tenté de se suicider? Le petit Jacques a été enlevé. Mais où? Mais par qui? Il jouait à l'entrée de la forêt. Quelqu'un a vu une automobile s'arrêter. 2 dames sont descendues, laissant un homme à l'intérieur. Elles ont saisi le petit et elles l'ont jeté dans l'auto qui est reparti. Tout cela en quelques secondes. Clarisse s'est mise à courir en hurlant. C'est encore cet homme, lui, toujours lui. Elle avait l'air d'une folle.
Soudain, elle a porté une bague à ses lèvres. La pierre était creuse et contenait du poison. Elle s'est effondrée. Nous l'avons transportée dans sa chambre. Le médecin est venu et il a pu lui administrer un antidote. Peu à peu, elle a repris connaissance. Elle souffrait beaucoup. Maintenant, elle dort. Mais c'est elle qui a demandé qu'on m'appelle? Oui, Ses jours sont-ils en danger? cela dépendra des réactions cardiaques. Croyez-vous que si son fils lui était rendu, il n'y aurait plus rien à craindre? Certainement. Elle serait sauvée. Bon. Eh bien, quand Madame Mergy se réveillera, veuillez lui dire de ma part que ce soir, avant minuit, je lui ramènerai son fils. Ce soir, avant minuit. Ma promesse est formelle. Au revoir, madame. Chauffeur à Paris, square Lamartine, chez le député d'Aubrec. L'automobile d'Arsène Lupin était non seulement un moyen de transport, mais encore un cabinet de travail avec papier, encre et plumes, et aussi une véritable loge d'acteurs dans laquelle il trouvait tout le nécessaire pour se transformer des pieds à la tête, vêtements, accessoires et maquillage. Voilà pourquoi ce fut un monsieur un peu gros, en redingote noire et chapeau haute forme, le visage orné de favoris et de lunettes, qui sonna vers 6 heures du soir à la grille du député d'Aubrec. La concierge le conduisit au perron, et Victoire, appelée par un coup de timbre, s'avança. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, je suis le docteur Verne. Je voudrais voir monsieur d'Aubrec. C'est que monsieur travaille dans son bureau et je ne sais pas si à cette heure-là il peut vous... Faites-lui passer ma carte. Attendez que j'écrive. De la part de madame Mergy. Tenez, avec ça, je suis sûr qu'il me recevra. Ben, c'est-à-dire que... Oh, mais ça, est-ce que tu vas te décider? En voilà du chichi, quoi. Toi, c'est toi. Non, c'est Louis XIV. Mais qu'est-ce que tu viens faire? Écoute-moi, aussitôt que je serai seul avec Daubrec, fais tes paquets à la 642 et décampe. Quoi? Fais ce que je te dis, tu trouveras mon auto plus loin dans l'avenue. En attendant, annonce-moi. Bon, j'y vais. Entrez. Si monsieur le docteur veut bien entrer. Vous êtes le docteur Verne? Oui, monsieur le député, le docteur Verne de Saint-Germain. Et je vois que vous venez de la part de madame Mergy, votre cliente, sans doute. Ma cliente occasionnelle, je ne la connaissais pas avant d'avoir été appelé auprès d'elle tantôt dans des circonstances particulièrement tragiques. Asseyez-vous. Merci. Que lui est-il arrivé? Elle s'est empoisonnée. Que dites-vous, empoisonnée? Elle est morte? Non, la dose n'était pas suffisante. Et sauf complication, j'estime que madame Mergy devrait être considérée comme sauvée. Et elle vous envoie vers moi? Je ne comprends pas bien, je connais à peine cette dame. Mon Dieu, monsieur le député, il y a des cas où le devoir d'un médecin est très délicat et vous comprendrez peut-être qu'en accomplissant auprès de vous cette démarche... Bref, voilà. Quand je suis arrivé au chevet de madame Mergy, elle délirait. Et elle ne cessait de répéter « C'est lui, d'Aubrec, le député, et qu'il me rende mon fils. Dites-lui qu'il me rende mon fils ou j'en mourrai. » Voilà, monsieur le député, alors j'ai pensé que je devais vous mettre au courant. Il est certain que dans l'état de fièvre où se trouve cette dame... Bien entendu, j'ignore le sens exact de ces paroles. Je n'ai interrogé personne. Je suis venu directement sous une impulsion spontanée. Oui. Somme toute, docteur, vous êtes venu me demander si je savais où est cet enfant, que je suppose disparu, n'est-ce pas? Oui. Et au cas où je le saurais, vous le ramèneriez à sa mère? Oui. Vous permettez? Je vous en prie. Allô, mademoiselle, voulez-vous me donner le 822-19, s'il vous plaît? La préfecture de police, le secrétariat général. En effet, docteur, vous connaissez? Oui, comme médecin légiste, il m'a fallu quelquefois téléphoner. Allô, le 822-19? Je voudrais monsieur Praville, s'il vous plaît. Si, il est là, il est toujours dans son cabinet à cette heure-ci. Dites-lui que c'est de la part de monsieur d'Aubrec, député.
C'est très important. Je suis peut-être indiscret. Nullement, docteur, nullement. D'ailleurs, cette communication a un certain rapport avec votre démarche. Allô, Praville? Eh ben quoi, tu allais répéter? Oui, il y a longtemps qu'on ne s'est vu. Mais au fond, on ne s'est dire quitté par la pensée, hein? Et j'ai même eu très souvent ta visite et celle de tes artistes. Allô? Quoi? Tu es pressé? Ah, je te demande pardon, je vais droit au but. C'est un petit service que je veux te rendre. Mais attendons, animal, tu ne le regretteras pas. Il y va de ta gloire. Ah, là, je sens que je t'intéresse. Eh bien voilà, prends une demi-douzaine de bons hommes à toi, sauter dans des autos et rappliquer ici en 4e vitesse. Je t'offre un gibier de choix, un seigneur de la haute, Arsène Lupin. Oui, il est ici, en face de moi, dans mon bureau. Viens me débarrasser de cet individu, tu seras gentil. Et pendant que tu y seras, monte au 3e étage, tu cueilleras ma cuisinière. C'est la fameuse Victoire, tu sais, la vieille nourrice de Lupin. Et puis tiens, encore un renseignement. Faut-il que je t'aime, hein? Envoie donc une escouade rue Chateaubriand, au coin de la rue Balzac. C'est là que demeure notre gentleman cambrioleur, sous le nom de Michel Beaumont. Michel Beaumont, compris? À tout à l'heure. Eh bien, monsieur Lupin, vous avez l'air surpris et foutrement embêté. Alors, au premier adversaire un peu sérieux, le colosse s'effondre? Pauvre jeune homme. Un petit cordial? Vous permettez? Allô? Allô, mademoiselle, le 565-34, je vous prie. Ça, c'est le numéro de la rue Chateaubriand. Décidément, on ne peut rien vous cacher. Ce n'est pas parce que j'ai un lorgnon noir par-dessus mes lunettes que je ne vois pas clair. Allô? Allô, c'est toi, Achille? Bon, écoute-moi bien. Il faut quitter l'appartement. Oui, tout de suite, la police va arriver d'un moment à l'autre. Ta valise est prête, comme toujours? Bien. L'un des casiers est vide, comme prévu? Parfait. Bon, puisque tu es dans ma chambre, mets-toi face à la cheminée. Bien. De la main gauche, appuie sur la petite rosace qui est au milieu. Et en même temps, de la main droite, appuie sur le dessus de la cheminée. Voilà. Tu feras apparaître un tiroir. Dans ce tiroir, il y a 2 cassettes. L'une d'elles contient tous nos papiers et l'autre des bijoux et des billets de banque. Bon, alors tu emportes le tout et tu rappliques au coin de l'avenue Victor Hugo et de l'avenue Montespan. Hein? Voilà. Oui, l'auto est là avec Victoire. Oui, je vous y rejoindrai. C'est compris? Bien, à tout de suite. Maintenant, Daubrec, écoute-moi. Oh, on se tutoie? Oui, je te le permets. Oh non, mais n'aie pas peur, on ne se battra pas, nous avons mieux à faire. Dis-moi, le petit Jacques. Je l'ai. Rends-le. Non. Madame Mergy se tuera. Non. Je te dis que si. J'ai dit non. J'ai une proposition à te faire. Dis toujours. Voilà l'inventaire détaillé de tout ce que j'ai pris dans ta villa d'Anguin. Rends-moi l'enfant et je te rends tout. Oh, faut-il que tu y tiennes? Oui, infiniment. Car je suis persuadé qu'une absence plus longue de son fils, c'est la mort pour Madame Mergy. Et ça te bouleverse, ton jugement? Qu'est-ce que tu veux dire? Rien, une idée. Clarisse a à peine 40 ans. Elle est encore très belle, très désirable. Mufle! Tu t'imagines que tout le monde est comme toi? Ah oui, ça te dépasse, hein, qu'un bandit de mon espèce perde son temps à jouer les Don Quichotte. Et tu te demandes quel sale motif peut bien me pousser. Oh, vous cherche pas. Un type comme toi, ça ne peut pas comprendre. Alors, j'attends. C'est donc sérieux? On ne peut plus sérieux. Les meubles et objets d'art sont dans un hangar dont je te donnerai l'adresse, et ils te seront rendus si tu t'y présentes ce soir à 9h avec l'enfant. J'accepte. Voici l'adresse. 95 rue Charles Lafitte à Neuilly. Tu n'auras qu'à sonner. Mais si j'envoie Praville à ma place? Bon, je le verrai venir et j'aurai le temps de me sauver. Mais avant j'aurais mis le feu aux bottes de paille qui entoureront tes meubles, tes tableaux et tes vierges gothiques. Et qui m'assure que ce n'est pas un piège? Eh bien, commence par récupérer tes collections et ne rends l'enfant qu'après. J'ai confiance, moi. Alors soit. Tu auras le gosse. La belle Clarisse vivra
Et nous serons tous heureux. Maintenant, si j'ai un conseil à te donner, déguerpille en vitesse. Pas encore. Comment? J'ai dit pas encore. Tu es fou, Praville va être ici avec ses flics d'une minute à l'autre. Et il attendra. Je n'ai pas fini. Qu'est-ce qu'il te faut encore? Il reste un autre fils. Gilbert? Oui. Eh bien. Je te demande de le sauver. Qu'est-ce que tu dis? Moi, sauver Gilbert? Tu le peux très facilement. Il te suffit de quelques démarches. Jamais, tu entends? Jamais! À moins qu'elle ne vienne ici. Qu'elle vienne implorer la grâce de son fils. Qu'elle vienne en femme domptée, soumise, qui accepte. Alors on verra. Je peux aussi facilement le faire libérer que lui faire couper le cou. L'échafaud, comprends-tu? Toute ma force est là. Voilà plus de 20 ans que j'attends mon heure. Et tu voudrais que je sauve Gilbert pour rien? Pour l'honneur? Non! Non, mais tu ne me connais pas. Écoute-moi. Non! La passion t'égare et en ce moment tu perds complètement de vue ton intérêt. Mon intérêt? Tu m'as l'air d'oublier que dans tout cela, il y a maintenant un élément nouveau. Lequel? Moi. Gilbert est mon complice. Gilbert est mon ami. Et quand je veux quelque chose, tu devrais savoir que je finis toujours par l'avoir. Alors moi, je te dis, fais jouer toutes tes influences pour sauver Gilbert de l'échafaud. Et après, nous te laisserons tranquille. Parole de Lupin. Plus de lutte à soutenir, plus de pièges, le chemin libre partout. La vie de Gilbert, Daubrec. Sinon, c'est la guerre et pour toi l'effondrement total. Vraiment? Je reprendrai la liste des 27. Tu crois? Oui. Que personne n'a réussi à faire, toi tu le feras? Oui. Parce que? Parce que je m'appelle Arsène Lupin. Eh bien moi mon petit, je m'appelle Daubrec. Toute ma vie n'a été qu'une bataille acharnée. Et la victoire est venue, complète, insolente, définitive. J'ai contre moi toute la police, tout le gouvernement, toute la France, le monde entier. Qu'est-ce que tu veux que ça me foute d'avoir contre moi par-dessus le marché Arsène Lupin? C'est pourquoi, mon petit monsieur, je vous laisse le champ libre. Donc, c'est non. C'est non! Tu ne feras rien pour Gilbert. Si. Je continuerai à peser sur le ministre de la Justice pour qu'il soit condamné à mort le plus vite possible. Bandit! J'ai un atout, je le joue! Quand j'aurai obtenu une bonne petite condamnation à mort contre Gilbert, quand les jours passeront et que par mes bons soins sa grâce sera rejetée, tu peux être sûr que la maman ne verra plus du tout d'objection à s'appeler Madame Daubrec et à me donner des gages immédiats de sa bonne volonté. Cette heureuse issue est fatale, que tu le veuilles ou non. Tends tes pièges, jette tes filets, potasse le manuel du parfait cambrioleur de papier plure. Tu perds ton temps. Sur ce, bonsoir. Les règles de l'hospitalité écossaise m'ordonnent de te mettre à la porte. Allez, bouge! Ne bouge pas! Quoi? Un revolver? Non, tiens. Qu'est-ce que c'est? Une pastille Gérodel. Pour quoi faire? Pour le rhume que tu vas prendre. Salut. Arsène Lupin venait à peine de sortir que Praville arrivait avec une vingtaine d'agents. Son entrevue avec Daubrec fut orageuse, vous le pensez, mais cela n'empêcha pas notre député de se présenter 2 heures plus tard à Neuilly avec l'enfant. L'échange eut lieu comme prévu, et à 10 heures du soir, Lupin rendait le petit Jacques à sa mère. Au cours de la nuit, Lupin arrêta, avec Grognard et Balu, un plan pour enlever purement et simplement Daubrec, convaincu que c'était là le seul moyen de lui arracher, fût-ce au prix de tortures dignes du Moyen-Âge, l'endroit où il avait caché la liste des 27. Dès lors, chaque après-midi, Grognard et Balu étudièrent jusque dans ses moindres détails le parcours que leur ennemi suivrait quotidiennement entre le square Lamartine, la Chambre des députés et son cercle. On devait choisir la rue la plus déserte, l'heure la plus propice, et un soir, le pousser dans une automobile. Le vendredi de la même semaine, commença aux assises le procès de Gilbert et de Vaucheray. Le réquisitoire fut impitoyable. Oui, messieurs les jurés, en condamnant ces 2 hommes, vous condamnerez aussi, une fois pour toutes, le mythe d'Arsène Lupin. Ce bandit qui a su se rendre tristement célèbre, et même, par certains côtés, sympathique. Ce qui est, pour une foule inconsciente, le comble de l'aberration. Il faut, messieurs, détruire le prestige de cet être malfaisant. Ces 2 hommes exécutés, l'auréole d'Arsène Lupin s'évanouira, et sa légende prendra fin. Arsène Lupin poussa l'audace jusqu'à assister au débat. Le dernier jour, hélas, malgré une émouvante plaidoirie de Maître Henri Robert, le président revenait avec un verdict
rejetant les circonstances atténuantes. Vaucheray et Gilbert étaient condamnés à mort. Silence! Vaucheray, avez-vous quelque chose à ajouter? Rien, monsieur le président. Du moment que mon camarade est condamné comme moi, je suis tranquille. Le patron trouvera un truc pour nous sauver tous les deux. Le patron? Oui, Arsène Lupin. Silence! Et vous, Gilbert Mergy? Monsieur le Président, j'ai fait du mal, c'est vrai, et je le regrette de tout mon cœur. Mais j'ai pas tué, ça je le jure. Jamais j'ai tué. Patron, patron, sauvez-moi, sauvez-moi, je ne veux pas mourir. Et papa, mon petit, le patron est là! Arrêtez cet homme! L'homme qui avait crié fut arrêté. C'était un ouvrier. Un inconnu lui avait demandé de lancer, le moment venu, cette phrase qu'il avait inscrite sur une feuille de carnet. Et comme en même temps il lui avait glissé dans la main un billet de 100 francs, les temps sont si durs, et quand on a 4 enfants, n'est-ce pas? Comme preuve, l'homme montra le billet et la page de carnet. On le relâcha. Quand Arsène Lupin rentra chez lui, il trouva Clarisse Mergy. La pauvre mère venait d'apprendre le verdict. Ayez du courage, Clarisse. Mais cette condamnation n'est pas pour nous une surprise, hein? Non, maintenant, c'est à moi de jouer et il me reste une carte, la meilleure. Dans 2 heures, nous nous serons assurés de Daubrecq et solidement enfermés dans la retraite que nous lui avons préparée. Quels que soient les moyens que je doive employer, il parlera. Alors ça, je vous le jure. Vous croyez? Ah oui, il parlera. Je lui arracherai la liste des 27 et cette liste, ce sera la délivrance de votre fils. Trop tard. Mais pourquoi? Pensez-vous qu'en échange d'un tel document, je n'obtiendrai pas l'évasion simulée de Gilbert? Mais dans 3 jours, il sera libre. Dans 3 jours. Oui. Excusez-moi. Bonsoir, monsieur, dame. Tenez, voilà Balu qui nous apporte de bonnes nouvelles. Alors, tout est prêt? Hein? C'est cette nuit que nous sautons sur Daubrecq? Ben, il y a du nouveau. Ah bon, quoi? Daubrecq a disparu. Disparu? Mais comment ça, disparu? Il vient d'être enlevé de chez lui en plein jour. Enlevé de chez lui? Mais par qui? Par 4 individus. Il y a eu des coups de feu. La police est sur place. Praville dirige les recherches. Daubrecq était notre dernière chance. Tout est perdu. Non, jamais rien n'est perdu, Clarisse. Nous le retrouverons. Dans la série Les aventures d'Arsène Lupin, vous venez d'entendre, adapté par Jean Marcillac d'après le roman de Maurice Leblanc, Le bouchon de cristal, 3e épisode. C'est une production de Maurice Renaud. Prise de son René Cambien, bruitage Henri Saint-Georges, assistant Jacques Béraud, réalisation Abder Isker. Avec, dans le rôle d'Arsène Lupin, Michel Roux. Le député Daubrecq, Jean Martinelli, l'avocat général, Roger Trécan, le président, René Berriard, Vaucheray, Lucien Frégis, Gilbert, James Olivier, Balu, Clément Béram, la dame, Jeanne Allard et Victoire, Charlotte Clasis, avec Simone Renan dans le rôle de Clarisse Mergy, le conteur Robert Marcy. Marie Bénard a-t-elle empoisonné à l'arsenic son mari et 12 autres membres de sa famille? Voilà ce que vont tenter d'éclaircir avocats, enquêteurs, jurés, experts et contre-experts au cours d'une affaire qui passionne la France de 1952 à 1961. Pas moins de 3 procès seront nécessaires pour parvenir à juger celle que tout le monde surnomme alors l'empoisonneuse de Loudun. À travers les chroniques judiciaires de Frédéric Potcher, la star de la profession à l'époque, le podcast Les Archives du crime vous fera éprouver, à votre tour, les tourments de la justice dans l'une des plus fameuses énigmes d'empoisonnement du XXe siècle.
L'affaire Marie Bénard est à retrouver chaque jeudi à midi dans le podcast Les Archives du crime sur toutes les plateformes d'écoute et sur podcast.ina.fr.